Je laisse la parole à Jean Arthuis, que je remercie encore 1000 fois d'être venu nous retrouver ce soir ici. C'est une magnifique surprise. C'est moi qui te remercie, Christian, de m'avoir convié à l'ouverture de ta permanence. Je savais que j'y retrouverais les amis, Christine Roimier, et c'est un vrai bonheur de la retrouver parce que j'ai l'impression qu'on s'est quitté hier. Elle n'a pas changé, c'est son tempérament, c'est l'ordre. Jean-Pierre Blouet. Et puis de pouvoir vous saluer, mesdames et messieurs, qui constituez l'équipe de campagne, les sympathisants, celles et ceux qui sont aux côtés de Christian pour mener cette belle aventure, être candidat à l'élection législative dans la première circonscription de l'Orne, puisque le député sortant ne se représente pas. Christian m'avait dit, tu viens, on sera quelques-uns, tu verras, la maison est bien tenue, la décoration est de qualité, elle ressemble au candidat. Et tu verras que ce qui nous préoccupe, c'est de mettre vraiment la politique au service de l'Orne et des Ornais. Et je me disais naturellement, tout ce qui est bon pour l'Orne, tout ce qui va donner de la prospérité, du rayonnement à l'Orne, est forcément excellent pour le département de la Mayenne qui vit à l'ombre de son grand voisin. Et donc je suis venu. Je suis venu aussi parce que, comme nombre d'entre vous, je pense, nous avons en partage les mêmes valeurs, les valeurs de la République, mais plus spécialement les valeurs de liberté. Nous croyons à la liberté d'entreprise, nous croyons à la responsabilité individuelle, nous sommes attachés à la justice sociale, à la justice fiscale, nous sommes attachés aussi à la construction de l'Europe, car les pères de l'Europe avaient compris que pour établir durablement la paix sur le continent européen, il fallait mettre en place des institutions qui soient gages de stabilité, de prospérité, de croissance et de paix. Et nous avons milité, pour nombre d'entre nous, dans la même famille politique qui a subi l'épreuve des élections présidentielles comme s'il y avait une malédiction sur l'élection présidentielle. Ce fut le cas en 2002 lorsque l'UDF s'est fractionné. Et puis pour ce qui restait de l'UDF, ce fut à nouveau une brisure au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle de 2007. Nous avons essayé les uns et les autres de résister, s'est constitué le nouveau centre, le MoDem. Moi j'ai pu rester momentanément à l'UDF jusqu'à la mise en place du MoDem, et puis je me suis séparé du MoDem au lendemain des élections municipales et cantonales de 2008 parce que je considérais qu'il ne fallait pas confondre indépendance à laquelle je suis attaché et isolement. Il faut à un moment donné, au lendemain des élections, savoir se rassembler pour conduire les affaires publiques dans l'intérêt de nos concitoyens. Et j'ai été amené avec d'autres amis sénateurs et quelques députés à constituer cette autre formation, l'Alliance centriste, dont l'article 1er prévoit que cette formation a vocation à se fondre dans la famille dès qu'elle se sera reconstituée. Et je pense que cette élection présidentielle, que les élections législatives constituent une occasion inespérée pour reconstituer cette famille. Je ne sais pas qui sera élu dimanche soir président de la République. J'ai voté François Bayrou au premier tour. J'ai décidé de voter Nicolas Sarkozy dimanche prochain, parce que je pense que les propositions qu'il fait pour rétablir l'équilibre de nos finances publiques, pour redonner de la compétitivité à notre économie et pouvoir ainsi créer des emplois, réduire le chômage et améliorer le pouvoir d'achat de nos concitoyens, qu'également l'impulsion qu'il a donnée à ce nouveau traité de stabilité, de coordination et de croissance au plan européen va dans la bonne direction. Et c'est parce que je pense que François Hollande campe dans une sorte d'irréalisme,
de déni de réalité que je voterai pour Nicolas Sarkozy. Je ne sais pas qui sera élu. Quoi qu'il en soit, nous aurons besoin, à l'Assemblée nationale, d'un groupe de députés partageant les valeurs que nous avons rappelées il y a un instant. Et cela suppose que nous soyons capables de faire élire des femmes et des hommes de qualité, profondément dévoués. Et lorsque j'ai eu le privilège de rencontrer Christian, j'ai eu conscience qu'il faisait partie de ces talents nouveaux dont le Parlement a besoin. Tu entres dans un contexte qui va être particulièrement stimulant et exaltant, car c'est peu dire que la France, comme la zone euro, sont en crise. Et que pour sortir de cette crise, il va falloir oser des réformes structurelles qui ne vont pas être faciles à expliquer à nos concitoyens. On s'en est rendu compte à l'occasion de la campagne de l'élection présidentielle. Il faudra bien sûr redonner de la compétitivité à l'économie. Sans cela, il n'y a pas d'espérance de recréer suffisamment d'emplois pour lutter contre le chômage, pour redonner confiance à nos concitoyens et en particulier aux plus jeunes, et pour donner à nos concitoyens du vrai pouvoir d'achat, celui qui est la contrepartie du travail. Et pour cela, il faudra des réformes qui ne sont pas faciles à mettre en œuvre, mais que tu auras la lucidité et le courage de susciter et de voter. Il faudra également équilibrer nos finances publiques. Et c'est peu dire que nous avons là un vrai problème. On a pensé très longtemps que l'endettement public était le signe de la puissance, de la gloire des États, de la souveraineté. Et puis je rappelais que la dette publique française était de 20% du produit intérieur brut en 1980, de 40% en 90, de 60% en 2000, et qu'elle est aujourd'hui autour de 86-87%. Cette situation, évidemment, ne peut pas durer. Nous empruntons pour financer ces déficits, et nous savons maintenant, les Grecs en donnent l'exemple, qu'un État surendetté perd son indépendance, perd sa souveraineté, il est dans la main de ses créanciers. Et ça n'est pas convenable que de reporter sur les générations futures la charge de rembourser les emprunts que nous contractons, parce que nous n'arrivons pas à mettre en adéquation les dépenses que nous engageons et les recettes que nous sollicitons auprès des contribuables. C'est un défi majeur. Nous avons deux déficits à résorber. Déficit commercial, car d'année en année, la France consomme plus qu'elle ne produit. En 2011, le déficit accumulé s'est élevé à un peu plus de 70 milliards. Un pays qui consomme plus qu'il ne produit est un pays qui va vers des difficultés considérables. Donc il faut enrayer ce mouvement. Et si on a maintenu le pouvoir d'achat, c'est bien souvent par des injections de fonds publics, par des allocations, par des dotations, par des primes pour l'emploi, mais des primes pour l'emploi qui créent beaucoup plus d'emplois en Asie que chez nous. Car la mondialisation est là, et nous avons tardé à adapter la France et l'Europe aux défis de la mondialisation. Et puis, il faudra donner à la zone euro une vraie gouvernance. Nous sommes tous attachés, je crois, à la construction européenne, mais nous nous sommes donné une monnaie unique, et c'était une nécessité, car à défaut d'avoir pu construire une Europe politique d'emblée, les nationalismes étaient trop forts à l'époque, on a fait une Europe économique, un marché commun qu'on a élargi, qu'on a approfondi, on a fait un marché unique. Mais lorsque dans un marché unique, il y a autant de monnaies que d'États, eh bien vite, l'instabilité monétaire aboutit à des dévaluations compétitives qui ruinent la croissance et détruisent les emplois. Il fallait donc en sortir, et c'est pour cela qu'on est passé à la monnaie unique et qu'on a accepté un pacte de stabilité et de croissance qui, malheureusement, dès le passage à la monnaie unique, a été largement transgressé par la plupart des États. On a même admis la Grèce, alors que manifestement elle ne remplissait pas les critères d'éligibilité à la zone euro. On aurait dû la surveiller comme on surveille le lait sur le feu, ce qu'on n'a pas fait. Et pendant 10 années, on a laissé filer. La zone euro a une spécificité. C'est si vrai qu'on l'a mesuré il y a quelques jours. Le gouvernement a annoncé au début du mois d'avril que le déficit pour 2011 était moins élevé que prévu. 5,2% du produit intérieur brut, 103 milliards du déficit, excusez du peu. Mais que, paradoxalement, la dette publique était plus élevée que prévu. Et pourquoi est-elle plus élevée que prévu? Parce qu'en 2011, et pour la première fois, il a fallu que les États membres de la zone euro viennent au secours des États en difficulté. 12 milliards prêtés à la Grèce,
7 milliards consentis pour constituer un fonds européen de stabilité financière pour venir en aide au Portugal et à l'Irlande. Donc on a vraiment besoin d'une vraie gouvernance politique, d'une intégration politique pour qu'il y ait un gouvernement économique et financier de l'Europe. Et de tout cela, tu auras à traiter, mon cher Christian, car les députés auront un rôle majeur à jouer. Le Parlement vote les lois, bien sûr. Je pense qu'on en vote d'ailleurs beaucoup trop. Et trop souvent, les lois sont des lois de circonstance qui répondent à des événements. Elles deviennent beaucoup plus des instruments de communication que des éléments normatifs. Ceci fait une société très complexe, très difficile à lire et à comprendre, et peut susciter l'exaspération chez nos concitoyens. Et on l'a mesuré à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle. On multiplie des normes et des contraintes. Je vois beaucoup d'élus locaux à tes côtés. Est-ce qu'on est capable d'accepter que la décentralisation elle soit un pacte de responsabilité des collectivités territoriales et que l'État cesse d'édicter de nombreuses normes qui, bien souvent, sont des activateurs de dépenses publiques au moment même où tous les élus territoriaux s'efforcent d'équilibrer leur budget dans des conditions qui sont difficiles. Mon cher Christian, je me réjouis beaucoup d'être venu ce soir parce que j'ai rencontré ton équipe. C'est un véritable gouvernement qui est constitué autour de Christian. J'y vois beaucoup d'ardeur, beaucoup de dynamisme, beaucoup de conviction, beaucoup de lucidité. Tu fais partie de ces femmes et de ces hommes qui sauront conjuguer humanisme et réalisme. Je te dis du fond du cœur tous les vœux que je forme pour ton élection, dans l'intérêt des Ornais, dans l'intérêt de ton département, dans l'intérêt de la France et de l'Europe. Bonne campagne et belle élection. On va passer maintenant à un moment très agréable. On va vous offrir le verre de l'amitié avec des petits fours. Enfin, alors tout ça est préparé par le pouce Patrick Ferrard, qui habite Place Poulet-Malassis. Donc il nous a fait un petit truc sympa. On va pouvoir partager le verre de l'amitié et discuter un petit peu d'une façon amicale et conviviale. Merci. Bonne soirée à tous et à tout à l'heure.